Bonjour à tous et donc merci pour votre présence, merci à la BCGE pour son invitation. Donc on va maintenant rentrer dans le sujet du BIM. Auparavant, une petite présentation. Donc je suis architecte associé à l'agence Brunet-Saunier Architecture, qui est une agence d'une cinquantaine de personnes localisées principalement à Paris, mais également avec une petite succursale à Berne et à Helsinki. Donc c'est une agence qui est plutôt investie dans le domaine public principalement, et 75% de son activité s'exerce dans le domaine hospitalier. Peut-être un bâtiment que vous connaissez, nous avons réalisé donc le nouveau bâtiment des lits pour les HUG, ici donc à Genève. Un autre projet, donc l'hôpital d'Helsinki, que nous sommes en train d'étudier et qui rentrera dans sa phase de travaux d'ici quelques mois. L'hôpital de Zurich, qui lui est en construction et qui d'ailleurs va sur la fin du chantier, le Limmatspital, et actuellement un grand hôpital, un hôpital important à Paris qui est l'hôpital Lariboisière. Donc notre activité est principalement centrée sur ce domaine hospitalier, et c'est d'ailleurs certainement à cause des spécificités de ce domaine que nous avons été amenés à nous investir dans ces nouvelles technologies. Donc, on a parlé effectivement, Julien, des différentes révolutions industrielles. On ne va pas passer trop longtemps là-dessus. Effectivement, je voulais juste citer Jeremy Rifkin, qui est un économiste américain. Et pour Jeremy Rifkin, qui est à l'origine de l'idée de la troisième révolution industrielle, les bâtiments d'aujourd'hui et les bâtiments de demain, d'ici 2050, devront être leur propre source énergétique et éventuellement même partager l'énergie qu'ils produiront eux-mêmes. Une révolution industrielle, pour Jeremy Rifkin, c'est l'association d'une énergie et d'un moyen de transport. Donc, la troisième révolution industrielle, c'est les énergies nouvelles, les énergies propres, l'éolien, le solaire et les smart grids, c'est-à-dire partager cette énergie par le biais de smart grids. Vous avez parlé tout à l'heure des smart cities, effectivement. Donc, notre travail en tant qu'architecte aujourd'hui est de préparer les bâtiments pour 2050. 2050, c'est véritablement demain. Préparer nos bâtiments pour que ces bâtiments puissent être des objets connectés. Vous avez parlé des objets connectés à l'échelle de l'appartement. Nous, on parle d'objets connectés à l'échelle du bâtiment. Le bâtiment doit pouvoir s'intégrer à la future Smart City et se connecter au Smart Grid. Donc, pour entrer plus largement sur le domaine du BIM, une définition, tout d'abord, l'acronyme BIM, qui a été en fait inventé principalement aux États-Unis, veut dire Building Information Model. À l'origine, il s'agit tout simplement de modéliser les données du bâtiment, c'est-à-dire de créer une maquette numérique en 3 dimensions avec des objets intelligents. Avant le BIM, on faisait déjà de la 3D dans les agences d'architecture, mais c'était simplement de l'extrusion de rectangles, de carrés, etc., que l'on mettait en 3 dimensions. Le BIM, c'est la réalisation d'une maquette numérique des objets intelligents auxquels je peux associer des informations. On parle aussi de Building Information Modeling quand il s'agit du processus global, que l'on va voir un petit peu après, et de Building Information Management quand il s'agit de la gestion, de la maintenance, de l'exploitation des bâtiments par la suite. Donc les avantages donc, du BIM sont principalement la réduction des coûts et la réduction des délais. On parle donc d'une réduction des coûts de 30%, une réduction des délais de 50%. Pour nous, architectes, ce qui est important, c'est l'amélioration de la qualité. On travaille sur des modèles uniques, vous allez voir donc par la suite.
et on améliore la communication autour de ce travail collaboratif avec tous les acteurs qui sont partie prenante de cette filière du bâtiment, de construction. Ensuite, il y a l'aspect durabilité et l'amélioration des analyses que nous effectuons, des simulations énergétiques notamment, que nous effectuons sur nos modèles, sur les avatars du bâtiment. Déjà en phase de conception, de design conceptuel, on est en mesure, grâce au BIM, de lancer un certain nombre d'analyses sur ces maquettes numériques et d'orienter correctement la conception et le travail de l'architecte. Alors, le BIM, c'est différents domaines. Ces domaines d'application dans le processus global, c'est tout d'abord la modélisation 3D, donc la création de cette maquette numérique 3D, qui est la réalisation des objets dans cette maquette qui sont la référence de l'élément constructif sur le chantier. Après, on parle de BIM 4D, cette maquette numérique que l'on a modélisée en 3D, on va pouvoir lui insérer le facteur temps, donc intégrer aux différents objets le temps de réalisation, le temps où l'on va livrer cet objet sur le chantier, le moment où cet objet va être mis en œuvre. C'est ce que l'on appelle le BIM 4D. On a la possibilité donc, notamment les OPC, donc les pilotes et coordinateurs de nos chantiers, travaillent avec nos maquettes numériques pour intégrer le planning du chantier dans les objets de la maquette. On parle de BIM 5D lorsqu'il s'agit de maîtriser les coûts de construction dans la maquette. Donc là, on intègre à ces objets l'aspect coût directement pour pouvoir faire des estimations sur plusieurs de nos projets. Aujourd'hui, nos économistes, les économistes de la construction, travaillent directement, sont connectés sur notre maquette numérique et informent directement les notions de coût dans la maquette numérique. Le BIM 6D, c'est les analyses énergétiques, comme je disais tout à l'heure. Nous avons donc la possibilité sur toutes les phases d'étude du projet, de la conception, mais après, au fur et à mesure, en France, on a les avant-projets sommaires, avant-projets définitifs, sur lesquels nous faisons un certain nombre d'analyses. Et il y a ensuite les phases beaucoup plus avancées, les phases détaillées, les phases d'exécution sur lesquelles également on peut se servir de nos maquettes numériques pour réaliser ces analyses. Et enfin, le BIM 7D qui est la partie Facility Management et donc la préparation de la maquette numérique pour que cette maquette puisse être utilisée pour la maintenance et l'exploitation du bâtiment. Donc là, tous ces domaines s'appliquent sur tout le cycle de vie du bâtiment, de la programmation jusqu'à éventuellement la déconstruction. Et vous avez également ici un graphe où vous voyez que à peu près 25% du coût du bâtiment est représenté par la phase de conception et de construction. Et ensuite, 75% de ce coût, c'est l'exploitation du bâtiment. Donc la préparation de nos maquettes numériques, la préparation de ces bâtiments à la maintenance et à l'exploitation et à la connexion éventuelle sur les Smart Cities est extrêmement importante pour réduire justement ces différents coûts d'exploitation. Ensuite, les acteurs aujourd'hui qui participent à ce processus BIM sont quasiment tous les acteurs de la filière du bâtiment. On a commencé à l'agence Bonnet-Saunier à implémenter le BIM en 2005. Pendant 5 à 7 ans, on a été quasiment seul en tant qu'architecte à utiliser ces maquettes numériques. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'acteurs qui s'investissent et qui implémentent ce processus dans leur façon de travailler, que ce soit pour les programmistes de la construction, que ce soit pour les urbanistes qui aujourd'hui participent également au processus, mais également pour les promoteurs, pour les maîtres d'ouvrage et pour les entreprises de construction. Donc tout le monde est concerné. Donc une maquette numérique, c'est en fait la réalisation
d'un avatar numérique du bâtiment. Le but, c'est de réaliser le bâtiment avant le chantier et de déterminer toutes les problématiques que l'on va pouvoir identifier avant la construction véritablement du chantier. On travaille sur une maquette numérique. Quand on dit qu'on travaille sur une maquette numérique, en fait, chaque acteur qui participe à ce processus fabrique lui-même sa maquette numérique. Donc vous avez là sur la gauche un exemple de la maquette numérique de l'architecte qui elle-même peut être décomposée en plusieurs maquettes numériques. Vous avez au milieu la maquette structure qui, elle également, peut avoir une partie gros œuvre, une partie infrastructure, superstructure, et ensuite les maquettes des différents réseaux. Donc cet avatar du bâtiment est constitué de plusieurs maquettes numériques. Ce qu'il faut retenir, c'est que les objets qui sont modélisés dans ces différentes maquettes numériques sont modélisés une seule fois. La maquette numérique, le processus BIM, garantit l'unicité de la modélisation. Lorsque l'architecte modélise une porte, intègre une porte à la maquette numérique, cette porte va exister une seule fois dans la maquette numérique de l'architecte. Elle va exister à la fois lorsque l'architecte va effectuer des vues en plan, des vues en coupe ou des vues en élévation. Lorsque je déplace ma porte en plan, elle se déplace également en élévation. Donc cet objet existe une seule fois et les propriétés que je vais associer à cet objet sont également uniques. Parfois, l'architecte intègre ces informations à cet objet et parfois l'économiste de la construction intervient sur notre maquette numérique et c'est lui qui intègre les informations. Mais par exemple, l'information coupe-feu éventuelle de cette porte sera intégrée une seule fois. On n'aura pas la possibilité d'intégrer cette information deux fois. Les avantages donc pour le maître d'ouvrage sont nombreux. Effectivement, cette maquette numérique, c'est une aide à la décision pour le maître d'ouvrage, une aide à la vente, une amélioration de la communication sur la base de cet objet. Pour plusieurs de nos maîtres d'ouvrage, on va le voir par la suite, la communication est énormément facilitée à la fois en interne pour le maître d'ouvrage lui-même, en ce qui concerne les hôpitaux, donc pour les médecins, pour les infirmiers, pour comprendre les services qu'on est en train de réaliser, le fonctionnement de ces différents services, ou pour différents promoteurs pour vendre éventuellement ces bâtiments ou ces appartements. Donc le BIM, ça concerne plusieurs sujets, effectivement principalement la création, donc l'utilisation de certains outils par les architectes. Il y a différents éditeurs qui nous permettent donc de fabriquer des maquettes numériques. Vous voyez donc sur la gauche les différents outils possibles. Ensuite, il y a des outils d'intégration. Donc ces maquettes numériques sont compatibles. On va pouvoir les intégrer dans des outils qui vont nous permettre de faire un certain nombre d'analyses. Des analyses, vous voyez sur la droite, éventuellement de la position du bâtiment par rapport à la trajectoire d'ensoleillement et de vérifier quelles sont les différentes façades les plus impactées et donc étudier en conséquence ces différentes façades et la visualisation et la détection de clash puisque, comme vous voyez complètement sur la droite, on a différents outils qui vont nous permettre de faire de la détection de clash entre les différentes maquettes numériques. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de la façon dont une agence d'architecture, notamment donc l'agence Brunet-Saunier, a implémenté le BIM et comment on se sert aujourd'hui, nous, du BIM pour étudier nos différents bâtiments, mais surtout nos bâtiments hospitaliers. Comme je le disais, on a commencé à intégrer et à implémenter ce processus en 2005 précisément, et cela pour deux raisons, parce qu'on travaillait sur des projets hospitaliers de plus en plus importants, avec des surfaces pouvant aller entre 50 000 et 120 000 mètres carrés.
des programmes hospitaliers avec plus de 4000 locaux que l'on devait donc gérer. On a également, en 2005, développé une nouvelle typologie hospitalière, un petit peu particulière dans certaines de ses caractéristiques. Et donc, on avait besoin d'un outil qui soit compatible avec cette nouvelle typologie et le fait de pouvoir gérer ces bâtiments extrêmement importants. Donc, le BIM nous est apparu comme un des moyens les plus adaptés donc, pour l'étude de ces différents bâtiments. Évidemment, donc, le BIM est particulièrement intéressant pour le domaine hospitalier, mais il l'est également dans les autres domaines. Donc lorsqu'on implémente un processus BIM dans une agence d'architecture ou même dans un bureau d'études, on a différentes étapes pour l'intégrer. Et la première étape, c'est la structuration. De quelle manière on va structurer le processus pour que tout le monde puisse s'intégrer à ce processus. On est aujourd'hui dans une phase intermédiaire où tous les acteurs ne sont pas encore complètement en processus BIM. Donc, on doit intégrer certains qui sont encore dans un processus classique et les faire évoluer au fur et à mesure de l'avancement des projets. Il y a une manière de gérer la donnée, les informations dans les maquettes numériques. La maquette numérique, c'est une base de données à la fois géométrique et à la fois des données. Il y a donc une certaine façon d'intégrer l'information dans ces maquettes. Donc la gestion de la modélisation, on va modéliser une maquette architecture, une maquette structure, des maquettes de réseau. Il va falloir donc structurer la façon dont on va modéliser ces différents éléments. Et enfin, extraire les données de cette maquette numérique, que ce soit les livrables classiques dans un processus de rendu ou extraire les données pour la maintenance du bâtiment ou pour l'exploitation du bâtiment. Donc tout d'abord, le processus de structuration des données. Aujourd'hui, on travaille sur plusieurs projets à Zurich, à Helsinki, à Bruxelles, beaucoup en France bien sûr. Et donc la chose la plus importante est la mise en place d'une plateforme collaborative. On a aujourd'hui plusieurs plateformes collaboratives que nous mettons en œuvre. Une première qui est une plateforme collaborative des maquettes numériques. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui est partagée par tous les acteurs qui sont actifs sur la maquette numérique et toutes nos maquettes sont déposées sur cette plateforme. Nous travaillons directement sur la plateforme. En quelque sorte, les maquettes sont dans le cloud, même si le cloud peut être un serveur localisé chez l'architecte ou chez le maître d'ouvrage, ou dans un data center, comme on a vu tout à l'heure. Toutes les maquettes sont donc localisées sur cette plateforme et le matin, on arrive au bureau, on se connecte à cette plateforme et on travaille sur cette maquette numérique. Donc les maquettes architectes, les maquettes structures, les maquettes réseau sont toutes connectées les unes entre les autres. Lorsque j'ouvre ma maquette architecte le matin, si j'ai envie de voir comment passent les réseaux plomberie dans un faux plafond, je peux les identifier immédiatement. Si les réseaux me gênent pour mon travail quotidien, je peux éteindre la maquette numérique réseau et prolonger donc mon travail sur ma maquette. Donc, une plateforme collaborative au niveau des maquettes numériques. Ensuite, une plateforme collaborative, une deuxième plateforme collaborative qui, elle, est une plateforme beaucoup plus classique, d'une part pour publier, pour partager, donc déposer tous les éléments à la fois des maquettes, les fichiers de toutes sortes, comme les fichiers Excel, les tableaux, des quantitatifs, des PDF. Cette plateforme nous permet de visualiser tous ces documents. Donc, le maître d'ouvrage, non maître d'ouvrage, se connecte régulièrement à cette plateforme et
peuvent visualiser les différents documents qui sont produits par les différents acteurs. Et une dernière chose, c'est la possibilité d'annoter directement sur ces plateformes. Les échanges entre les différents acteurs sont parfois difficiles, la communication pour identifier les problématiques sur les différents plans, coupes, façades. Donc ces échanges se faisaient de façon classique avec la plateforme. On peut tout à fait créer des annotations, créer des problématiques, et ces problématiques sont envoyées à des personnes qui sont identifiées. Ces personnes reçoivent un mail, ils savent qu'il y a un problème sur tel plan, ils peuvent visualiser le plan, identifier le problème et éventuellement le régler ou réagir, répondre à cette problématique. Donc cette plateforme sert également pour ce genre de problème. Donc là, on a un exemple de la visualisation des documents. Ici, il s'agit de l'hôpital Lariboisière, notre maîtrise d'ouvrage qui est la PHP à Paris, qui est une grande maîtrise d'ouvrage, donc propriétaire donc, et gérant de tous les hôpitaux de Paris, peut donc se connecter à cette plateforme et visualiser tous les plans suivant les phases de rendu. Donc là, on a rendu la phase avant-projet sommaire, on est en phase avant-projet détaillé, et donc le maître d'ouvrage, on n'a pas besoin forcément de lui envoyer un fichier PDF ou un fichier DWG. Il se connecte à la plateforme, il clique sur un des plans, visualise ce plan, il peut zoomer dessus, voir la surface d'un local, identifier les propriétés d'un élément, puisqu'il peut cliquer sur un élément et voir les propriétés de cet élément. Il peut également ouvrir la maquette numérique. Il n'a pas besoin d'avoir un outil particulier pour la maquette numérique. Il peut, sur la plateforme, ouvrir cette maquette, tourner autour de cette maquette, rentrer dans le projet. Là encore, il peut sélectionner un objet et sur la droite, vous avez les propriétés éventuelles de l'objet qui a été sélectionné. Donc cette plateforme sert principalement aux clients, aux maîtres d'ouvrage, mais également à toute la maîtrise d'œuvre qui peut partager ces éléments. Ces plateformes sont de plus en plus développées par les différents éditeurs et c'est véritablement pour nous la base de la collaboration sur un processus BIM. Ensuite, pour mettre en œuvre un processus, il est important de rédiger un certain nombre de protocoles. On travaille donc avec différents acteurs, chacun a sa manière de travailler. En France, les acteurs sont très cloisonnés. On a d'un côté les architectes, de l'autre les bureaux d'études. Parfois, même les bureaux d'études sont séparés. Donc, il est important de rédiger des protocoles pour que ce travail collaboratif soit cohérent, pour que ce processus soit cohérent. Et donc, le premier protocole que l'on rédige, c'est ce que l'on appelle le plan de gestion BIM. Et dans ce plan de gestion BIM, on va retrouver tous les éléments nécessaires au travail collaboratif entre les différents acteurs. Chacun doit savoir précisément comment il intervient, sur quelle base, quels sont les éléments qu'il a le droit de modéliser, quels sont les éléments qu'il a le droit de modifier, quelle est l'information que lui intègre, quelle est l'information qu'il ne peut uniquement visualiser ou extraire de la maquette numérique. En général, pour ces processus, la maîtrise d'ouvrage, de plus en plus en France, choisit ce que l'on appelle un BIM manager. Donc c'est ce BIM manager qui est parfois externe à la maîtrise d'œuvre, qui rédige ce protocole et c'est lui qui est responsable des différentes réunions sur le processus BIM. Donc dans ce protocole, il y a différents sujets. Le sujet principal, c'est de déterminer quels sont les objectifs du maître d'ouvrage. Dans un processus BIM, quels sont les éléments que ce maître d'ouvrage veut principalement obtenir. Si je prends l'exemple du Limmatspital donc à Zurich, le maître d'ouvrage nous avait dit 2 objectifs uniquement, la maîtrise du programme sur tout le cycle d'études et de construction du projet, une maîtrise parfaite du programme, et l'obtention d'une maquette numérique à terme
pour l'exploitation et la maintenance du bâtiment. Donc 2 objectifs, et suivant ces objectifs, nous avons mis en place ce que l'on appelle des cas d'usage, donc à savoir, on doit gérer le programme, de quelle façon on va gérer le programme, de quelle façon on va intégrer toute l'information, quelle information le maître d'ouvrage doit récupérer pour sa maquette d'exploitation et que ce soit compatible avec ses systèmes de gestion actuels. C'est important d'avoir toutes ces informations dès le début du projet pour bien la structurer dans la maquette numérique. La deuxième chose, c'est le contenu géométrique des différentes maquettes. Donc, suivant les phases d'étude, dans ce protocole, on détermine les différents objets qui vont être modélisés et on a une répartition suivant les acteurs, architecture, éventuellement également le paysage. Les paysagistes interviennent maintenant sur nos maquettes. Les bureaux d'études également, et on a ici la liste de tous les objets qui doivent être modélisés. Et on a 3 degrés de modélisation de ces objets. Ça peut être juste un symbole qui détermine qu'il y a cet objet à cette phase d'avant-projet qui sera localisé à cet endroit-là. Juste une modélisation symbolique pour identifier l'emprise de cet objet dans un local spécifique, ou alors une modélisation beaucoup plus poussée de cet objet. Et donc, sur toutes les phases, ce tableau, qui est beaucoup plus long que le tableau que l'on voit ici, est donc remis aux différents acteurs pour qu'ils sachent précisément comment ils interviennent. Ensuite, la mise en place du processus commence par la géolocalisation du projet. On intervient sur un site qui est un site hospitalier sur lequel existent plusieurs bâtiments. Une grande partie du site reste en activité et le nouveau bâtiment vient se localiser à un certain endroit. D'ailleurs, on réalise un bâtiment en haut du site, mais également un bâtiment ailleurs. Donc on a différentes équipes qui travaillent sur ces différents bâtiments. La première partie, c'est de correctement géolocaliser les bâtiments, les différentes maquettes numériques pour que ensuite on puisse agréger les maquettes et que ces maquettes se positionnent correctement sur le site. Ensuite, la partie donc intégration des données, c'est le temps restant qui s'affiche. Donc je vais aller un petit peu plus vite. Il est important de structurer la donnée dans la maquette numérique. Donc à l'image de la structuration des données dans les données géospatiales, aujourd'hui on structure également la donnée dans les maquettes numériques. Donc vous voyez ici qu'il y a une décomposition de la structuration des données par système constructif, par espace et pièces et par éléments d'exploitation et les équipements gérés dans la maquette numérique. Donc lorsqu'on débute un projet en général, on reçoit un programme de la part du maître d'ouvrage dans lequel on a l'intégralité des locaux que l'on va devoir intégrer dans le projet hospitalier. Ce programme, qui est en général remis sur la base d'un fichier Excel, nous l'injectons dans les maquettes numériques. Donc là, on a la vision du même programme ici, mais dans la maquette numérique. Au fur et à mesure de l'étude de notre projet, ces différents locaux vont être placés dans nos plans généraux. Donc on a le nom du local, le nom du service dans lequel ce local se trouve, la surface programme demandée par le maître d'ouvrage, qui sont intégrés donc automatiquement dans nos plans généraux. Ensuite, nous pouvons réextraire les données dans un tableau similaire à celui qui nous a été remis par le maître d'ouvrage et avec évidemment des informations supplémentaires, puisque en termes de surface, dans le programme du maître d'ouvrage, nous n'avions que la surface programme. Ici, nous avons la surface projet, donc la surface réelle, qui est rarement la même que la surface programme. On ne peut pas forcément réaliser une surface identique. Et donc, on a la possibilité de comparer les surfaces de notre projet avec la surface programme et d'essayer de s'en rapprocher au maximum.
Donc, la source des données, au départ, est remise par le maître d'ouvrage, intégrée dans la maquette numérique, et cette source des données nous permet d'obtenir la fiche programme du maître d'ouvrage. On a une fiche pour chaque local, on sait exactement ce qui va se retrouver dans le local. Dans un second temps, la source des données devient la maquette numérique, uniquement. Et si le maître d'ouvrage nous demande des informations, nous extrayons les données des maquettes pour envoyer au maître d'ouvrage qui peut faire ces modifications sur la base de ces extractions et nous renvoyer l'information. Et là, donc, une fois que la donnée est gérée uniquement par la maquette numérique, on peut produire les fiches locaux, donc, qui sont véritablement les fiches avec toutes les informations du projet. Il y a également une certaine façon de modéliser dans les maquettes numériques pour la partie HQE. Nous avons l'obligation sur plusieurs des hôpitaux que nous réalisons en France d'être conformes à la dernière norme 2016 HQE pour que nos maquettes puissent être compatibles avec des logiciels d'analyse de ces maquettes. Pour vérifier si on est dans la norme 2016, il faut donc modéliser les éléments, les objets de la maquette numérique d'une certaine façon. Alors, concernant maintenant la modélisation dans la maquette numérique, on travaille donc sur une maquette qui est localisée sur un serveur. Nous avons donc plusieurs partenaires, plusieurs architectes qui travaillent sur cette même maquette. Là, on est véritablement sur la maquette architecte à l'agence. Et on détermine rapidement avec les différents acteurs de quelle façon va se passer la modélisation des éléments. Là, on a l'exemple qui a été mis en place pour l'hôpital de Zurich. Un cas un petit peu particulier, puisque ici, sur cet hôpital, ou plutôt en Suisse de façon générale, on pose les cloisons directement sur la chape béton et on fait les finitions ensuite à l'intérieur, chape flottante, etc. Donc ce genre de petits détails est important de façon à ce qu'on sache exactement comment modéliser les différents éléments. Ici, on voit que sur les parties de façade, l'élément béton, lui, va s'arrêter sur chaque niveau, alors que les revêtements extérieurs et éventuellement les isolants intérieurs, eux, seront filants sur toute la hauteur. Donc c'est le type même d'éléments qu'il est important de fixer dès le début de l'étude du projet. Ça concerne également les éléments de façade. Là, vous avez l'exemple d'un élément d'une fenêtre. L'élément, donc, comme je disais tout à l'heure, dans une maquette numérique, existe une seule fois. Là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une famille de fenêtres. Cet élément a à la fois une modélisation 3D, une vue en élévation, une vue en plan et une vue en coupe. Cet élément est unique. Toutes ces représentations existent dans la vue 3D. Lorsque j'intègre cet élément dans la maquette numérique, si je coupe dessus de façon horizontale, je vais voir cette vue. Si je coupe dessus verticalement, je vais voir la coupe. Et si je l'ai en vue frontale, bien sûr, je vais voir l'élévation. Donc tout ça n'existe que dans cet élément. Et cet élément existe une seule fois dans la maquette numérique. Ensuite, on effectue un certain nombre de variantes grâce aux maquettes numériques, donc grâce au BIM. Là, on a un petit exemple avec le bâtiment c'était en phase concours, hein, le bâtiment a beaucoup changé, pour ceux qui le connaissent. Donc, c'est le bâtiment des lits pour les HUG. Et on a étudié différentes possibilités de façade sur ce bâtiment. Vous voyez donc là 5 possibilités, et de ce côté-là, on va voir que lorsque je descends dans les différentes variantes, l'aspect de la façade ici va changer. Donc, vous voyez la façade changer, le nombre d'ouvrants
où la largeur des ouvrants change au fur et à mesure que je descends dans les variantes. Ça, c'est intégré directement à la maquette numérique. C'est une étude que l'on fait avec le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage veut voir l'aspect esthétique, évidemment, de l'impact de ces différentes variantes sur sa façade, mais également l'aspect économique, puisque dans la maquette numérique, ce mur de façade existe une seule fois. Et ces ouvrants sont intégrés dans des variantes. Ces variantes gèrent donc le nombre d'éléments d'ouvrants, la superficie de vitrage, et tout ça est associé dans la maquette numérique au coût de ces ouvrants. Donc on peut choisir à la fois de façon esthétique la variante qui nous convient, mais également économique. Voilà pour la partie donc, des variantes. Ensuite, il est important donc, de gérer les niveaux de développement dans une maquette numérique. On parle de LOD, c'est le niveau de détail et le niveau d'information. Détail au niveau de la géométrie et information au niveau de la data. On parle de LOD, il y a donc, suivant les différentes étapes, suivant les phases d'étude du projet, on va gérer ce niveau de développement. Là, vous voyez donc en France les différents niveaux de développement qui sont intégrés au fur et à mesure de l'avancement de l'étude du projet. Ici, on est véritablement en concept, en esquisse, et au fur et à mesure, on va élever l'information de modélisation de l'objet jusqu'à avoir un élément complètement fini pour la construction. Ça, c'est au niveau de la représentation graphique, mais ça concerne également l'information que l'on inclut dans la partie esquisse, dans la partie étude et ensuite dans la partie exploitation du bâtiment. Voilà un exemple donc des fiches que l'on peut produire grâce à la maquette numérique, notamment sur l'hôpital de Zurich, puisque à Zurich, on nous a demandé d'avoir une fiche par local. On a 1600 locaux sur l'hôpital de Zurich. On a donc 1600 fiches avec le plan du local. Il s'agit là d'une chambre hospitalière, le plan du faux plafond, les 4 élévations de ce local et la fiche avec l'intégralité des propriétés qui sont dans ce local. Cela nous permet, notamment, par exemple, pour les hôpitaux parisiens, de produire des QR codes, puisque nos fiches locaux nous permettent de produire des QR codes qui sont placés à chaque entrée de local, et les techniciens peuvent, avec leur smartphone ou leur tablette, scanner un QR code et savoir précisément ce qui se trouve dans le local, quel équipement et de quelle manière intervenir sur ces différents équipements. Un petit détail, on produit également directement dans les maquettes numériques les détails d'exécution. En Suisse, en Finlande, en Belgique, l'agence réalise les plans d'exécution. En France, c'est un petit peu différent. L'exécution est effectuée par les entreprises. Et donc, nous effectuons également ces détails d'exécution dans la maquette numérique. On est dans une base de données, ce qui veut dire que lorsque je décris les éléments constructifs, ici sur les différents détails, ces descriptions n'existent qu'une seule fois, là encore, dans la maquette numérique. Cet appui de fenêtre qui se trouve sur ce détail va être représenté dans un certain nombre de nos détails pour ce projet spécifique. La description, elle, est associée à l'appui de fenêtre, ce qui veut dire que cette description sera la même sur tous les détails. Si j'ai besoin de modifier cette description de cet objet, j'ai juste à ouvrir la base de données, qui est un fichier texte, dans laquelle je vais modifier la description. Et cette description sera mise à jour sur tous les détails concernés ou sur tous les plans généraux concernés. Donc c'est de cette manière que l'on décrit les éléments constructifs de la maquette numérique. Pour prendre un petit exemple, sur l'hôpital de Bruxelles, on nous a demandé de rendre un permis de construire en français et en flamand. On a pu, grâce à ça, extraire donc, le fichier texte, l'envoyer à une traductrice qui a traduit donc, toutes les descriptions du bâtiment
et on a mis à jour notre maquette numérique de cette façon. Je passe plus rapidement, il me reste 43 secondes. Je voulais juste vous montrer que l'on effectue donc les détections de clash aujourd'hui directement dans les maquettes numériques. Ici, on a associé la maquette des réseaux dans la maquette donc architecte. Ces outils nous permettent de générer des clashs et de pouvoir traiter ces problématiques en réunion avec les ingénieurs. On effectue également de la planification. Donc c'était le BIM 4D dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on associe aux différents éléments constructifs le facteur temps pour savoir quand ces éléments sont livrés sur le chantier, à quel moment ils sont mis en œuvre et éventuellement quelle position ils auront sur le chantier jusqu'à ce qu'ils soient mis en œuvre. On effectue également bien sûr de l'image directement dans la maquette sur la gauche ou directement dans des logiciels d'image de synthèse. Et enfin, juste pour conclure là-dessus, sur l'hôpital d'Helsinki, on a mis en place une BIM Room qui est en fait un local immersif qui nous permet de visualiser l'intégralité de la maquette numérique. Ici, vous avez d'un côté les architectes qui sont en train d'étudier une partie donc, du projet, là également. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que la personne que vous voyez sur la droite, c'est un infirmier qui est en train d'expliquer le projet de son service spécifique. Donc cette BIM Room est à la disposition de toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, également du maître d'ouvrage, et actuellement les entreprises qui sont désignées en Finlande au terme de la phase avant-projet détaillé sont en train de se servir de la BIM Room pour effectuer des formations à leurs ouvriers qui vont donc passer à la construction du projet. Voilà, je termine là-dessus.